Mesdames et Messieurs, cette 10e commémoration de la journée des orphelins du sida a été organisée pour la première fois en Belgique avec la collaboration des orphelins du sida eux-mêmes. Ils ont enfin mis des mots sur leur douleur indécidible, témoigné de la discrimination, de la stigmatisation, des injustices souffrances qu'ils ont subies et qui ont laissé des traces indélébiles dans leur cœur d'enfant. De loin ou plus près de nous, ils ont envoyé des photos pour rappeler qu'ils existent vraiment. Après avoir entendu tous ces exposés, nous ne pouvons plus ignorer que 16 millions d'orphelins et enfants vulnérables dans le monde vivent dans l'isolement, la discrimination, la stigmatisation, la précarité, la misère et sont privés des droits fondamentaux des enfants. Nous ne pouvons plus ignorer que ces 16 millions d'orphelins seront des adultes de demain, le monde de demain qui partageront la vie et construiront les nations avec nos propres enfants et les veilleurs que nous serons. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour un engagement individuel et collectif, à nous impliquer pour que ces orphelins qui nous ont fait confiance ne soient pas qu'un témoignage vite oublié, une photo en cette journée d'orphelins du sida, mais que leur voix soit portée par nous tous auprès des médias, des autres instances, des décideurs politiques, de la société civile, qu'une priorité soit donnée à cette question de si haute importance. Moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant, en tous les cas, ce qu'on a entendu et les différents projets qui se passent dans les différents pays. Une chose m'a quand même un petit peu marqué, c'est le monsieur qui a donné l'introduction au départ et qui disait que la question des orphelins du sida n'est pas encore à l'ordre du jour au niveau politique. Donc il n'y a pas encore de décision politique pour prendre en charge cette problématique-là et que les aides qu'on donne aux organismes qui s'occupent des orphelins de sida se fait encore au coup par coup. Quand on voit les difficultés que les associations rencontrent, toutes ces difficultés pourraient être limitées si le politique prenait vraiment la question au sérieux. Eh bien, je suis vraiment très contente de voir que la salle était pleine, qu'on ne prenait plus d'inscription déjà depuis 2 jours, qu'on nous chasse, parce que tellement les gens sont intéressés, posent des questions et tout ça. Et je me dis, ça a eu un tel succès cette fois-ci que, Inch'Allah, la prochaine fois, ce sera dans une salle plus grande avec encore plus de monde, quoi. On a suivi votre intervention sur des produits éclaircissants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, c'est un sujet qui est un sujet d'inquiétude dans les cadres des associations qui accompagnent en France plutôt les femmes avec le VIH. Parce que très souvent, vu que le VIH s'accompagne de beaucoup de maladies dermatologiques, et les femmes ont parfois tendance à utiliser des produits pour masquer, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais en même temps, la semaine dernière, il y a une revue Prescrire en France qui est une revue scientifique assez sérieuse et qui a publié une étude qui a été menée qui montrait qu'il y avait une corrélation entre certains syndromes de sarcome de Kaposi et ces produits-là, surtout les produits à base d'hydroquinone. Voilà, c'est juste donc une information qui vient de tomber. Comme il y a eu une présentation autour sarcome de Kaposi, j'ai voulu savoir s'ils ont eu eux l'occasion de faire ces études-là, de voir s'il y avait réellement une corrélation de fait entre le fait surtout d'être déjà immunodéprimé et d'utiliser ces produits à base d'hydroquinone qui représentera un danger supplémentaire. De prioriser les dialogues dans la famille. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus parce que faute de temps, on n'a pas bien compris. Oui, c'est-à-dire que nous sommes partis de la réalisation que dans les pays qui progressaient au cours des années 90, l'élément qui les distinguait par rapport aux autres pays, c'était le dialogue. C'est-à-dire que tant en Thaïlande du Nord qu'en Ouganda, les gens discutaient entre eux, disant nous avons un problème, ça s'appelle le sida, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire, pour s'adresser à ce problème. Nous voyons aussi la discrimination s'installer, est-ce que c'est normal, qu'est-ce que nous pouvons faire pour inclure les familles atteintes, affectées par ce problème dans la société. Et donc nous avons créé une association pour nous adresser exactement à ça. Et le processus est relativement simple, il part du rêve. Il dit voilà, nous dans notre quartier, dans notre village, dans notre milieu professionnel,
Nous sommes 20 ans plus tard, nous avons réussi la lutte contre le sida. Est-ce qu'on peut décrire ce rêve? Et ensuite, que pouvons-nous faire pour y arriver? C'est l'étape suivante. Et où sommes-nous aujourd'hui par rapport à ce rêve? Et cette approche s'est appliquée maintenant dans plus de 30 pays avec des résultats très, très significatifs. Entre autres, dans le domaine de l'inclusion, de la non-discrimination, si vous voulez. Mesdames et messieurs, distingués invités, au nom des orphelins du sida d'ici et d'ailleurs, je vous remercie d'être venus à cette journée commémorative qui nous est consacrée. Si le dévoilement de la séropositivité est difficile, le dévoilement en tant qu'orphelin du sida est encore plus difficile car il force l'orphelin à entacher la mémoire du disparu, à porter une accusation, une culpabilisation aux parents que nous venons de perdre et à porter la preuve sur toute notre famille. Je suis orpheline de père, de mère, des oncles, des tantes, des cousines, des cousins, des amis et de nombreuses personnes proches de moi tombées sur le front de la guerre du sida. Et pour le moment, je vis dans l'angoisse cruelle et l'attente insoutenable de perdre ma mère. Devenir orphelin du sida commence à partir du moment où nous apprenons qu'un des parents souffre du sida. Moi-même atteinte du HIV par viol à l'âge de 5 ans. Et je voudrais dire que ce n'est pas évident. J'ai perdu l'usage de mes jambes à cause du sida. À l'âge de 17 ans, j'en ai presque 34 aujourd'hui. Je voudrais juste dire que ma vie n'est pas toujours facile parce que je vis seule, souvent rejetée par ma famille, par même l'église où j'ai prié pendant longtemps. Mais je voudrais juste dire aux orphelins de la Belgique, du monde entier, de garder espoir. Parce que je suis malade depuis 82 et je suis toujours là. Le virus est indétectable depuis 11 ans. J'aime faire de la tapisserie, je vous invite à venir le 7 au restaurant Linza, je vais faire mon exposition. J'ai besoin de votre soutien parce que mon rêve, depuis que j'ai vu en 91 5 enfants mourir par jour du sida, je me demandais où est Dieu, parce que je suis une croyante. Et mon rêve, c'est d'avoir un enfant orphelin de chaque continent, parce que le sida n'est pas raciste. Le sida atteint tout le monde. Et j'aimerais bien qu'on arrête le rejet. Ma mère m'a toujours dit de lever ma tête, j'emploie l'humour, mais aujourd'hui, devant vous, je lève ma tête et je ne la baisserai plus jamais. Mais on ne va pas s'arrêter simplement à aujourd'hui. Libye qui aujourd'hui n'est pas seule. Avant, c'est vrai que quand nous avons commencé, on était seuls. Aujourd'hui, on travaille en partenariat avec d'autres associations qui, ensemble, nous voulons continuer cette lutte. Parce que cette lutte ne concerne pas une association, mais ça concerne tout le monde. Et notre cheval de bataille, comme on le dit souvent dans les Libye, nous sommes tous concernés. Donc, même ceux qui ne sont pas dans les associations, quand vous avez une idée, une proposition, vous êtes les bienvenus. Ensemble, soutenons en fait, ces enfants qui sont malades, ces enfants qui sont rejetés, ces enfants qui sont affectés. Et c'est notre devoir de leur donner la joie, de leur aider à vivre et d'avoir aussi quelque part le bonheur comme tous les enfants du monde.